Salut à tous, bienvenue sur ce petit live. On va retrouver dans quelques instants Yohan Offredo qui nous fait le plaisir de venir sur LTDG recevoir. Est-ce que je suis en direct? Oui, je crois que je suis en direct. Je vais juste actualiser. Salut à tous. Ah voilà, vous commencez à arriver. Main in Bike, salut. Salut Adrien, comment vas-tu? On attend du coup Yohan Offredo, on va le recevoir pour cette interview. Plus qu'une interview, ça va être une petite discussion autour du cyclisme et on a vraiment hâte de faire ça avec Yohan qui était donc professionnel pendant près de 14 ans, si on compte ses années en tant que stagiaire chez la FDJ, puis ses 4 dernières années ou 3 dernières années chez la Wanty Gobert. Et aujourd'hui, Yohan Offredo est consultant France Télévisions sur le Tour de France notamment. Il a aussi fait le Critérium du Dauphiné. Et donc, je trouve ça un parcours super intéressant. Et voilà, il vient de demander à nous rejoindre. On va l'accepter. On attend une petite seconde que ça se connecte. Je l'ai accepté. Ça va bien et vous, les gars? Salut Maël. Salut. Comment ça va, Yohan? Hello, ça va et toi? Ça va super. Merci beaucoup d'abord, avant tout d'avoir accepté notre invitation pour ce petit live. Bah, avec J'espère, plaisir. j'espère que tu es en forme Bah ouais, ça va. Pour et l'instant, que ça va. tu es prêt à ce qu'on te cuisine un petit peu quand même. Non, je Mais rigole. vas-y, j'attends que ça. J'adore la cuisine. Génial. Bon, bah, du coup, je vais te laisser d'abord te présenter. Donc, je pense que tous ceux qui sont là connaissent Yohan Offredo, donc l'homme aux multiples échappées sur le Tour de France. Mais Yohan Offredo, ce n'est pas que ça. Et j'aimerais bien que tu te présentes un peu en général. Qui es-tu? Que fais-tu actuellement? Et qu'as-tu fait dans le cyclisme? Ah, mais C'est pas, rapidement. c'est pas facile comme intro. Bah, j'ai aujourd'hui 36 ans. Donc ça fait 18 ans que j'ai eu 18 ans. Et je suis arrivé au vélo parce que un Noël, j'ai reçu un cadeau de Noël, un vélo Vitus. Et au début, je l'ai vu un peu comme comme un cadeau empoisonné parce que c'est pas forcément la chose que j'avais envie de faire. Je pense que comme la plupart des cyclistes, on est issu d'une famille de cyclistes et que pour faire comme papa et puis pour faire un sport, et ben je suis arrivé dans le vélo et puis petit à petit j'ai laissé faire la vie et puis j'ai fait des études. J'ai bénéficié de la Fondation de la Française des Jeux qui m'a permis de faire des études et en continuant ce que je faisais, à savoir le vélo. Et puis à force de rencontres et de bon endroit au bon moment, et ben je me suis retrouvé à gagner une course à Renazé devant chez les frères Madio. Et puis du coup, on m'a proposé un contrat à la fondation de la Française des Jeux, ce qui m'a permis de valider mon DUT en GEA et de poursuivre en licence. Et puis après, je suis passé pro. Voilà. Et du coup, c'est une aventure qui a duré ouais, quasiment 14 ans et qui s'est terminée en fin 2020. Et désormais, je suis consultant chez France Télévisions et où je parle avec plaisir de cyclisme. Voilà. Voilà, donc tu as quitté les pelotons cyclistes pour te retrouver derrière la caméra. Donc, ou même sur les motos, j'ai vu que tu avais fait le Critérium du Dauphiné, notamment sur la moto. Du coup, c'était quelque chose vraiment qui a dû changer. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans l'interview. Avant cela, moi, je ne sais pas si ça te va, j'aimerais bien revenir un peu sur ta carrière. Qu'est-ce qui a fait ta carrière? Qu'est-ce qui a fait qui est Yohan Offredo sur le vélo avant de savoir qui est Yohan Offredo aujourd'hui derrière la caméra en tant que journaliste. Donc, tu nous as dit que tu étais passé pro donc, chez la FDJ en 2007. Enfin, tu avais. Ouais, Et donc, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien revenir dessus, parce qu'on a une communauté assez jeune, et je pense que c'est assez pertinent d'en parler. C'est qu'à côté de ça, tu continuais à faire un DUT. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans des structures juniors, mais aussi U23, on pousse les jeunes à continuer des études à côté du vélo. Et toi, du coup, tu as fait un DUT GEA, donc plutôt gestion des entreprises, c'est ça? Et tu l'as ouais, validé? c'est exactement ça. Ouais. En fait, à la base, je me destinais plus à faire des longues études parce que tout simplement ça fait bien et que quand ça rassure tes parents, ça rassure ton entourage et que le milieu pro, c'est un milieu qui, moi, qui m'était un peu étranger. Et c'est vrai que la Fondation de la Française des Jeux m'a permis justement de poursuivre les études. Et ça m'a permis d'avoir un certain équilibre. J'habite en région parisienne et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de pouvoir cumuler les études, l'entraînement qui plus est en région parisienne avec les voitures et tout ça. Et
ça a été un début de carrière un peu où il fallait voilà, gérer son emploi du temps, mais finalement, je m'en suis assez bien sorti. J'ai trouvé un certain équilibre parce que je pense que t'es bien passé pour le savoir, quand tu as la tête dans le guidon, justement, et ben, tu vois un peu que ça. Et alors qu'il y a un champ des possibles qui est énorme, le fait de pouvoir poursuivre des études, déjà, ça te met un peu moins de pression parce que c'est un métier qui est quand même exigeant, c'est un métier où mine de rien, tu es assez dans la précarité puisque tu signes des contrats à durée déterminée. Moi, le fait de commencer des études en DUT, avoir un diplôme diplômant, justement, au bout de 2 années, ça me permettait d'avoir une certaine sécurité. J'ai pu poursuivre après, par la suite. Et puis après, bah, il y a l'appel de plus haut, quoi. Il y a l'appel d'autres choses. C'est vrai que quand tu goûtes au milieu pro, que tu reçois ton premier pactage, et que tu arrives en stage et tout, bah, tu te dis, bah voilà, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça, ouais, parce que je crois que tu es même allé plus loin que juste le DUT-GEA. T'as fait une spécialisation en finance, donc tu as fait une licence en finance, donc t'as un bac plus 5 en fait. J'ai un bac+4, ouais. J'ai pas validé mon bac+5 parce qu'après ça devenait compliqué. Et puis en fait, les choses étant, tu commences à avoir des résultats sur route et puis à gagner ta vie en tant que cycliste professionnel. Et puis bah, ça devient ta vie. Et puis en fait, au début, si tu veux, quand tu fais du vélo, quand tu commences ta carrière, alors j'aime pas appeler sa carrière, mais quand tu commences le cyclisme, et ben, L'aventure. tu vas rouler avec tes potes le mercredi après-midi et tu rejoins un groupe de copains et c'est un truc hyper familial. Moi, j'ai commencé en FSGT, c'est la Fédération Sportive et Gynique du Travail. Et en fait, moi, ce que je kiffais, tu vois, c'était les goûters d'après-course, c'était se retrouver le mercredi, se retrouver le samedi après-midi. Et c'était un truc hyper convivial. Et après, c'est devenu un métier. Mais moi, j'ai voulu quand même assurer mes arrières parce que c'est un milieu qui m'était complètement inconnu et je savais pas dans quoi je me lançais. Et du coup, le fait d'avoir quelque chose d'à côté, de pas penser qu'au vélo et de pas avoir justement la tête que dans le guidon, bah, ça m'a permis de penser à autre chose, en tout cas sur une première partie de carrière. Ouais. Ouais, donc c'était vraiment histoire de. Parce que toi, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que le monde professionnel, il t'est un peu tombé dessus parce que toi, tu étais dans la camaraderie, dans l'amusement et tu avais les résultats et du coup, tu avais des propositions et tu as foncé. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là, quand tu as foncé dans le vélo professionnel, malgré le fait que tu avais des études, tu avais quand même la tête dans le guidon. Et je vois pas mal de jeunes, d'ailleurs, de mon âge, qui sont en. Non pas que tu es encore très jeune, hein, Johan, ne t'inquiète pas, mais, mais des jeunes qui ont leurs études, mais vraiment les études, c'est vraiment pour se dire j'ai des études et qui me font vraiment passer le vélo en priorité et qui ont des œillères là-dessus. Alors que avoir des études, c'est aussi préparer la suite, préparer l'après-carrière. Mais forcément, forcément, parce que si tu veux, tu peux pas tout miser sur le vélo. C'est un milieu où si tu veux, déjà, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Et forcément, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu peux avoir une passion pour le vélo. Et le problème, c'est que cette passion pour le vélo, elle est hyper chronophage. Tu peux Oui, pas faire du vélo à moitié. Tu peux pas faire du vélo en dedans. Tu peux pas faire du vélo que quand il fait beau. Tu peux pas faire du vélo que quand il y a tes potes. Tu dois faire du vélo bah, tout le temps. Tu dois penser vélo, tu dois manger vélo, tu dois dormir vélo. Et justement, à ce sujet-là, tu es obligé forcément de négliger une partie de ton adolescence. Parce que il faut toujours en faire plus que les autres. Quand t'as pas les capacités d'un Remco Evenepoel ou d'un Mathieu Van Der Poel ou d'un Julien Lafilippe ou j'en passe ou d'un Clément Champoussin ou c'est des gens qui ont des capacités intrinsèques à la base. Alors, j'en doute pas du tout. Ils bossent énormément, mais tu es obligé d'avoir, voilà, de travailler, de prendre du temps et de te consacrer à 100% dans ce que tu fais. Et c'est ce que j'ai fait. Et je le regrette pas. Mais le fait d'avoir des études et le fait d'avoir un truc à quoi penser à côté, et ben, je pense que ça te met un peu moins de pression. Et d'ailleurs, le jour où j'ai arrêté mes études, pour me consacrer uniquement au vélo, j'ai eu un sentiment de vide et un peu une sorte d'angoisse parce que je me suis dit, waouh, il faut pas que je me loupe.
Et ça a été un peu, ça a été un peu un moment charnière de ma carrière. Parce que tu as aussi parlé beaucoup de camaraderie, donc d'études, forcément, tu rencontrais plus de monde. Est-ce que le fait de passer pro, ça t'a enlevé ce plaisir de faire du vélo, mais ce, ce plaisir essentiel, quoi, d'aller faire du vélo parce que tu allais te mettre des cacahuètes sur les pancartes avec tes potes avant d'aller manger ta part de 4 quarts et ton verre d'oasis. Est-ce que t'as perdu ça, ce plaisir? En toute honnêteté, si tu veux, c'est arrivé progressivement. Ok. Dans un premier temps, non. Parce que forcément, quand tu côtoies des coureurs que tu avais l'habitude de voir à la télé et des mecs qui te faisaient rêver, que tu regardais sur les classiques et tout ça, ben, quand tu es pris dans le truc, tu te dis waouh, c'est un truc extraordinaire. Et puis petit à petit, eh ben, tu te rends compte que c'est un métier à part entière. Il faut faire attention à ce que tu manges tout le temps, il faut faire attention à la géolocalisation, il faut faire attention à tout ce qui est de la data. On parle beaucoup de la big data en ce moment, mais parce que la data, elle est très importante dans tous les sports, mais aussi dans le vélo. T'es obligé de remplir ta plateforme où tu mets tes Adams, ouais. distances, tes sensations, ta fréquence cardiaque, ta motivation, ton envie d'y aller. Et si tu veux, petit à petit, ce qu'il faut, et ce qu'il faut surtout pas, surtout, eh ben, c'est pas perdre ça, c'est pas perdre l'essence de se dire, ouais, je fais un truc qui me plaît et je le fais par passion. Voilà. Ok, ouais, c'est ça. En fait, il y a cette, quand tu passes professionnel, j'ai l'impression il y a cette limite, cette frontière où tu passes de l'obligation au plaisir et en fait, la limite, elle est très fine. Et d'ailleurs, en parlant de plaisir, tu en as sûrement pris quand en 2010, tu te retrouves au pied du podio à faire ton attaque. Tu peux nous raconter un peu ce moment. Et donc, ce moment où tu t'attendais pas à être à ce niveau et tu lances ton attaque sur Milan-San Remo. Et tu le fais pas pour gagner, tu le fais pas pour parce que tu te doutes que les gars derrière c'est des cracks du vélo, mais tu le fais quand même pour le plaisir et c'est le plaisir qui te rattrape à ce moment-là, c'est l'euphorie de la course et c'est ces moments-là qui t'apportent le plus de bonheur. Est-ce que ces moments-là ne sont pas comparables par exemple avec le plaisir que tu peux avoir en amateur ou ils sont comparables en amateur? Alors justement, s'ils sont comparables avec ceux que tu peux avoir en amateur, moi j'ai vécu une carrière un peu comme j'avais envie de la mener. Alors parfois de manière difficilement lisible pour le grand public, parce que en fait on a tous une raison du pourquoi on fait ça, du pourquoi on fait du vélo, du pourquoi on a envie de passer pro, du pourquoi on agit comme ça. Et si tu veux, moi j'ai toujours eu ce sentiment de pas être à la hauteur et de pas être à ma place. Et le fait de courir comme je le courais, à savoir attaquer de loin, être dans le final de grandes courses, j'avais l'impression d'être un peu dans la continuité, d'être, de faire partie d'une espèce de caste. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça, finalement, si tu veux, des fois, on ressort des phrases de leur contexte. Par exemple, pour moi, il y a pas seulement la victoire qui compte. Le chemin que tu mènes et le fait de te donner à 100% dans ce que tu fais. On n'a pas tous les mêmes capacités intrinsèques, on n'a pas tous les mêmes, voilà, certains sont nés avec des grands fémurs, d'autres des plus petits fémurs. Moi, je pense que j'ai vécu mon truc à fond. Je me suis entraîné autant que j'ai pu. J'ai fait ce que je pouvais et j'ai essayé de vivre mon rêve. Et moi, mon rêve, c'était voilà, bah, c'était d'être présent dans le final des grandes courses, et si tu veux, dans une carrière, tu te rappelles des bons moments, mais tu te rappelles aussi surtout des mauvais moments parce que une carrière, le vélo, c'est pas un sport binaire, c'est pas soit tu gagnes, soit tu perds la plupart du temps, surtout pour moi. Et puis encore plus après parce que c'est un sport d'équipe et puis tu deviens équipier. Mais si tu veux, c'est des moments qui restent figés dans le temps. C'est des trucs où tu te dis, ouais, putain, j'ai été là, j'ai fait ce que j'ai envie, j'ai fait ce que j'avais envie et je me suis senti libre. Je pense que le vélo, il y a une forme de liberté. Et pour celui qui en fait, aussi bien chez les pros que chez les amateurs, je pense que t'as ce truc-là, t'as vraiment ce truc-là de liberté. Et moi, je l'ai eu. J'ai eu la possibilité de l'avoir chez la Française des Jeux et même après chez Wanty, de courir comme j'avais envie. Et ça, c'était hyper cool. Oui, c'est ça. Toi, de toute façon, t'as toujours, je pense que tes managers l'avaient compris. Tu avais besoin
d'être un peu électron libre et de faire avec tes capacités, avec les jambes du jour, parce qu'on oublie que aussi le vélo il avance parce que les jambes elles sont là ou elles sont pas là le jour J. Et tout ça, tu parles de la science de la science de l'entraînement, c'est aussi la science qui programme entre guillemets aujourd'hui tes jambes. Et c'est vrai que de plus en plus, et d'après ce que j'ai compris, c'est que dans l'évolution, et c'est pour ça qu'à la fin, tu es arrivé à une fin avec la FDJ, c'est que les données avaient pris le dessus sur le côté humain et les watts, bah, ils parlaient plus que les autres cyclistes entre eux. Et du coup, on en arrive à un moment où il n'y avait plus la place à cette attaque dans le pot de jeu, quoi, comme tu avais fait en 2010. Et c'est quelque chose qui t'a impacté, je pense que qui t'a impacté mentalement ce fait d'être toujours branché, en fait, comme si tu étais branché au vélo. Ouais, et je pense que je suis pas le seul. C'est un sport, mais encore une fois, c'est encore un métier, et c'est un métier qui est exigeant, et c'est un métier qui laisse de moins en moins la part j'allais dire au romantisme, mais c'est peut-être pas le terme le plus adéquat, mais voilà, à l'instinct, à te dire, voilà, écoute, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Ça peut paraître parfois irrationnel, une manière de courir, mais parfois elle peut s'expliquer. Et au fur et à mesure des années, si tu veux, je suis passé pro, donc ouais, en 2007. J'ai vu les choses évoluer, mais je dirais pas de manière favorable ou défavorable. Ils ont juste évolué. Les choses évoluent et on a eu des capteurs de puissance et après on a eu voilà des nutritionnistes, on a je me suis rendu compte que finalement à la fin de ma carrière et surtout à la fin de la Française des Jeux, je partais m'entraîner, j'avais mon capteur de puissance, j'avais mes watts que je mettais sur un post-it et j'avais tant de minutes à faire à I4, tant de minutes à I5 et tout ça. Et c'est vrai que ça, je me suis un peu perdu et je me suis pas reconnu dans le cyclisme que j'aimais. Mais encore une fois, c'est pas du tout une critique parce que, Non. parce que le cyclisme a évolué et que le niveau est tel que ça laisse plus place à l'imagination, ça laisse plus place ça ne laisse plus place à la rêverie ou à tout ça. Mais c'est vrai que moi, je me suis un peu perdu dans ce cyclisme-là. Tu vois, quand j'étais gamin, quand je croisais des coureurs pros, et je me rappelle, je croisais Yannick Talabarnon, je croisais Horner qui allait s'entraîner chez Alain Galopin, je croisais voilà, des anciens coureurs et je les regardais avec beaucoup d'admiration et je leur faisais toujours un petit, tu sais, un petit signe comme ils font les motards. Et, euh, et, plus les années avançaient, plus j'avais l'impression que ça se perdait. Tu sais, ce truc de sentiment d'appartenance à une communauté, et moi, personnellement, je me suis un peu perdu à cette époque-là, et je l'ai retrouvé en Belgique. D'accord. Et c'est là vraiment le tournant de ta carrière. Moi, je l'ai marqué, j'ai marqué la partie, la Wanty Gobert Matario. Donc, c'est entre guillemets le vélo comme je l'aime. C'est le vélo des copains. C'est avant tout, voilà, aller faire des pavés, revenir plein de boue. Bon, on n'est plus au 4 quarts à l'Oasis, on est peut-être à la bière cette fois-ci, mais c'est toujours cette idée de camaraderie. Et je pense que c'est ce qui aura guidé ta carrière, parce que je pense que tu es quelqu'un qui doit marcher au sentiment. Et ouais, les watts, ça fait avancer, mais la tête et le mental, c'est l'essentiel. Parce que C'est, t'as tout résumé, Antoine. Je pense que dans la vie de tous les jours, enfin, je prends souvent cette métaphore et que le vélo, c'est une belle métaphore de la vie. Je pense que, eh ben, dans une carrière comme dans la vie, t'as des hauts, t'as des bas, et elle est jalonnée de hauts, de bas, et que ce qui est le vrai moteur de tout ça, c'est le mental. Et si t'as pas la confiance des gens qui te regardent, si t'as pas la confiance des gens qui t'entourent, eh ben, ça marche pas. Je me suis retrouvé dans cette équipe Intermarché ou Antigobert un peu par hasard. J'ai rencontré des personnes, à savoir Hilaire van der Skuren, le directeur sportif emblématique de l'équipe Intermarché ou Antigobert, qui a su me donner confiance en moi. Et puis j'ai retrouvé ouais, cet esprit de camaraderie, cet esprit très familial, cet esprit pas prise de tête, cet esprit voilà, tu fais ce que tu peux, on verra à la fin. Et, euh, et je m'y suis retrouvé. J'allais aux courses. C'est pas.
c'est pas négatif du tout ce que je dis, mais j'allais aux courses comme si tu allais en course en UFOLEP. Alors, tu vas pas en course, tu vas pas au Tour des Flandres quand tu te prépares pour une course UFOLEP, bien évidemment. Mais si J'aimerais tu bien. veux, tu vas avec avec la même envie, la même impatience, Patience. ouais, ouais. Et c'est ça qui est beau. Parce que, juste pour resituer les gens qui nous suivent, donc 2007, tu rentres en tant que stagiaire donc, chez la FDJ et tu quittes la FDJ en 2017. Et donc, à partir de 2017, tu rentres chez Wanty Gobert. Et d'ailleurs, chez Wanty Gobert, tu deviens, je dirais pas que tu deviens le cycliste que tu veux être, mais tu n'avais jamais fait un Tour de France. Je crois que tu avais déjà fait une Vuelta que tu n'avais pas fini. Et là, tu te retrouves en 2017 à pouvoir faire un Tour de France, alors que tu n'es même plus dans une équipe française et tu découvres un amour pour cette course. Comment ça s'est passé? Ouais, enfin, chronologiquement, ça s'est passé un peu différemment. En fait, si tu veux, dans le début de ma carrière, j'avais des prédispositions sur les classiques, j'ai accroché le top 10 sur la plupart des Coupes du Monde. J'ai eu un retournement de situation en 2012 où, si tu veux, après, je deviens équipier. Il y a Arnaud Desmar qui arrive dans l'équipe, il y a Nasser Bouani qui arrive. Et je me redécouvre enfin, où je me découvre, je me rends compte que finalement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire plaisir aux autres. Et, euh, C'est et bon. que, euh, et que être équipier, c'est un truc qui me va hyper bien. J'adore voir Arnaud Desmar gagner, j'adore voir Nasser gagner, j'adore voir plein de mecs gagner, surtout Arnaud d'ailleurs. Je trouve qu'il a une classe et voilà, il a un truc qui est en plus que les autres. Et ça, ça a été une superbe expérience. Et quand j'arrive chez Wanty, les mots de Hilaire, ils ont été tout de suite sympathiques et plein d'empathie et plein de bienveillance. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et il m'a dit, ouais, ça serait bien que tu ailles au Tour de France. Et j'avais dit, oh putain, ouais, le Tour de France, non, pas trop mon truc. C'est long. C'est long. Ouais, c'est long, c'est 3 semaines, c'est dur, il y a des cols et tout, ça va être très compliqué. Et puis finalement, ouais, c'est une expérience incroyable. C'est parce que souvent on me dit, tu sais, quand on me demande si t'es coureur cycliste, et ben, quand on me demande, ouais, tu fais le Tour de France? Bah non, je fais pas le Tour de France, je fais Paris-Roubaix, je fais le Tour des Flandres, je fais toutes ces courses-là. Ah ouais, mais t'es pas vraiment un coureur. Et là, j'étais devenu vraiment un coureur. Et ce sentiment encore plus d'appartenance à quelque chose, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Et pas dans la performance, mais de se découvrir soi-même. Tu vois, de se dire, ouais, le vélo, c'est pas que les classiques, c'est pas que ça, c'est aussi le tour. Et le tour, c'est quelque chose de. Je le regardais avec des yeux grands comme ça quand j'étais coureur, mais quand j'étais sur le tour, c'était encore pire. Et puis maintenant que je suis encore de l'autre côté de la caméra, c'est encore différent. Je regarde les coureurs avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'admiration. Ouais. Oui, oui, j'imagine. Juste pour revenir sur le fait que en 2012, cette transition était du coup, tu es devenu plus équipier, notamment avec Arnaud Démar, où tu as pris beaucoup de plaisir à le faire gagner. Est-ce que c'était pas non plus une manière pour toi de t'enlever cette pression du cyclisme professionnel qu'il faut qu'il y ait des résultats? Et là, toi, de toute façon, tu te faisais gagner tes potes, donc tu étais content parce que tu avais ce côté camaraderie et tu avais en plus pas la pression du résultat. Dis-moi si je me trompe. Non, tu sais, des fois dans la vie, il y a des actes manqués. Il y a des choses, ouais, tu te dis, ah, merde, pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi il s'est passé ça. Et en fait, c'est peut-être la suite logique des choses. C'est ça. Dans la vie, il se passe des choses et tu sais pas forcément pourquoi les expliquer. Et je me suis longtemps dit, putain, mince, je me suis loupé de sport. Je vais souvent à l'INSEP, je côtoie d'autres athlètes, j'habite à Marcus, j'habite à Montlhéry, mais au-dessus du centre de formation de l'équipe de France de rugby. Ok. Et tu vois, cet esprit de camaraderie, je l'avais pas forcément toujours retrouvé dans le vélo. Et je m'étais dit, putain, je me suis loupé de sport. Alors, c'est un sport comme ça que j'ai envie de vivre. C'est un sport où il y a une troisième mi-temps. C'est un sport où on se prend dans les bras. C'est un sport où tout ça. Et en étant équipier, je l'ai retrouvé ça. On a réussi à créer et je pense que Marc Madiot, il est pas pour rien. Il a réussi à créer quelque chose, notamment autour des classiques. Arnaud Desmarnes n'y est pas pour rien. Et vraiment, on a vécu des moments de joie collective qui peuvent difficilement s'expliquer. Que tu peux retrouver que dans un sport comme ça, où finalement tu te dévoues à 100% pour un mec, c'est pas pour toi, c'est pour un autre coureur.
Et ça, c'est des moments qui resteront à jamais marqués parce que c'est des super bons moments. Ouais, pour revenir sur ta relation avec Marc Maggio, je pense que tu devais être assez proche de lui. Parce qu'on se rappelle aussi qu'au début de ta carrière, on t'a annoncé comme un des grands espoirs français sur les classiques. Et on voit que Marc Maggio a réussi du coup à te coacher, à te faire aider du coup Arnaud Desmar. Alors peut-être que c'était peut-être pas ce qu'on espérait au début de ta carrière, mais c'est quelque chose qui toi t'a convenu et que tu as trouvé ton plaisir. L'équipe a trouvé des résultats, donc ça convenait à tout le monde. Et aujourd'hui, on voit, qu'est-ce que tu penses du coup, là, une question un peu d'actualité, de ce qu'arrive à faire Marc Maggio avec les jeunes aujourd'hui à la FDJ, où on voit même qu'ils ont révolutionné le maillot et qu'ils essayent de ramener ce vent de fraîcheur au cyclisme avec tous les jeunes qui poussent derrière, les jeunes qui sont montés de la Conti. Je pense à des Lenny Martinez, à des Romain Grégoire, pour citer que ceux qui me passent par la tête maintenant. Mais il y en a plein d'autres, je crois qu'ils sont 8 au total à monter. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas. Je pense que c'est une bonne chose pour le cyclisme, ça d'être toujours, toujours d'être OK avec l'évolution. Je pense que Marc, pour le connaître personnellement et bien le connaître, c'est un passionné de vélo. Et ils sont beaucoup des passionnés de vélo. Heureusement qu'il y en a des Vincent Lavenu, des Bernaudot, des Javalet, et j'en passe. Et heureusement qu'ils sont là. Marc, il a su évoluer avec la société, il a su évoluer avec le vélo. Au début, on était beaucoup de coureurs français dans cette équipe-là, française des Jeux, aujourd'hui assez internationalisée. Il a misé sur l'avenir et il a capitalisé surtout sur l'avenir. Le cyclisme français, pendant longtemps, il a pâti justement d'un manque de formation, mais d'un manque de formation, pourquoi? Parce qu'on est dans une pyramide qui marche à l'envers. Marc, il a tout compris. Bien sûr, le Jean-René Bernaudot, il l'avait fait avec le Vendée U. Il y avait le Vendée U depuis longtemps et le Vendée U a permis à des coureurs cyclistes de passer professionnels depuis un moment. Mais Ouais. c'est la suite logique des choses. On ne peut pas avoir de bons pros sans avoir de bons amateurs. Et pour avoir des bons amateurs, on en a parlé tout à l'heure au téléphone, Ouais. c'est le cyclisme, c'est un peu une pyramide qui marche à l'envers. Tu as de l'argent chez les pros, tu en as très très peu chez les amateurs. Il n'y a Mhm. pas, comme dans le foot, tu sais, où tu payes ton club formateur et tout ça. Et ça, malheureusement, c'est un problème. Avant, tu Mhm. avais t'avais des clubs formateurs partout. Tu avais des petits clubs, tu avais des organisations, tu avais des courses de village, tu avais des courses de clochers, tu en as de moins en moins et c'est de plus en plus compliqué. Et heureusement que tu as des passionnés comme Marc. Marc, il est présent du début de l'année à la fin de l'année, il est présent sur les cyclocross, il est présent tout ça. Et il a réussi à capter le fait que pour qu'il y ait des bons pros, eh ben, il faut les former. Et il faut pas les former que sur le vélo, il faut les former aussi sur la côté. Ça veut dire que les mecs, il faut qu'ils fassent des études. Ça veut dire que les mecs, il faut qu'ils aient une conscience collective. Ça veut dire que les mecs, ils doivent avoir une mentalité vélo, mais pas avoir la grosse tête, parce que c'est parfois ce qui se passe. Tu as des mecs qui passent chez les pros et ils sont plus vieux que leur grand-père. Et ça, c'est un peu le problème. Tu as des mecs qui se voient plus beaux qu'ils le sont. Et je pense que le vélo, c'est une superbe école de la vie, peu importe au niveau dans lequel tu le fais. Tu peux le faire en troisième KT, en deuxième KT, en première KT. Tu le fais toujours avec la même intensité, mais il faut savoir garder sa ligne directrice et ses valeurs et ses machins. Et je pense que Marc, il a su fédérer autour de lui. Il s'est bien entouré. D'ailleurs, preuve en est, c'est un sponsor, la Française des Jeux et maintenant la Groupama FDJ, qui sont là depuis plus de 20 ans. Bah oui, ils sont là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ils seront toujours là avec, comme tu les as cités, des Romain Grégoire, des Lenny Martinez, et j'en passe, ils sont nombreux. Ils sont 8 au total. Et puis, sans compter ceux qui passent. Pour revenir sur ce que tu parlais sur la formation des jeunes au cyclisme, c'est vrai que, comme tu dis, la pyramide est à l'envers. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation, tu n'as que des cracks. Les cracks, on les repère. Bon, en même temps, ils sont pas difficiles à voir, hein. Faut pas avoir fait 20 ans de cyclisme pour comprendre que aussi Remco Evenepoel, il gagne sur la Philippe Gilbert Junior, c'est qu'il a du talent. Et du coup, les équipes qui ont du budget, comme tu dis, bon, je pense à, bon, on les connaît, hein, De Koninck, on pense à Ineos, Jumbo, et j'en passe. Ils ont du budget, ils viennent recruter ces jeunes, mais en fait, derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils favorisent pas le cyclisme amateur parce qu'en fait, ils prennent un jeune qui est dans un monde amateur pour le tirer dans le monde professionnel directement. Et du coup, le monde amateur en souffre parce que le monde amateur ne bénéficie pas de ces cracks qui pourraient tirer vers le haut le monde amateur. Et aujourd'hui, on voit que le monde amateur en souffre à n'importe quelle échelle, où il y a moins de bénévoles, il y a moins d'argent, il y a moins de sponsors, Bien sûr. il y a moins de gens qui en font.
Il y a Bien moins de sûr, gens. je suis entièrement d'accord avec toi. Parfois, on se gargarise sur le nombre de licenciés qu'il peut y avoir au sein de la Fédération française de cyclisme. Mais le nombre de licenciés, eh ben, ça regroupe le BMX, ça regroupe le VTT, ça regroupe le cyclocross, des sports où le format il est un peu plus fun, où c'est un peu plus cool. Et si tu veux, le cyclisme, malheureusement, c'est compliqué. Regarde, moi, j'ai des amis qui habitent à côté de la maison. Leur fils fait du vélo, enfin veut faire du vélo. Il commence à faire du vélo, mais c'est compliqué. C'est un sport qui coûte cher. Mhm. Un vélo, ça coûte cher. Les chaussures, ça coûte cher. Ton gamin, il veut tout de suite les lunettes de Peter Sagan, le casque de Peter Sagan, les chaussures de Julien Alaphilippe, le S-Works, le machin, et tout. C'est quand même un budget. Et puis en plus de ça, il y a de moins en moins de courses. Mais il y a moins en moins de courses, pourquoi? Parce que c'est des bénévoles qui tiennent tout ça. C'est des gens qui donnent de leur temps. C'est des gens qui donnent de leur personne, de leur investissement et qui sont là tout le temps. Et si tu veux, je pense que il va falloir se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, ok, c'est toujours facile de la dire, de dire, on a aucun Français qui a gagné le Tour de France depuis Bernard Hinault. C'est tous les ans, on se dit, ah bah tiens, il y a peut-être un Français qui va Ouais. gagner le Tour de France. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aider un Français à gagner le Tour de France? Est-ce qu'il y a des vrais aides qui sont données aux clubs formateurs? Est-ce qu'il y a, Mm. en région parisienne, on regarde des clubs qui ont disparu, la CBB, Corbeil-Essonnes qui existe encore et qui a une très bonne école de cyclisme d'ailleurs, mais qui ont plus de DN1. T'avais la SPTT, t'en avais partout des clubs et ça dans toutes les régions et t'avais des courses organisées partout. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une remise en question et qu'il y ait un élan qui soit donné justement à des clubs formateurs, que les jeunes potentiels, parce que tu disais les potentiels, ouais, effectivement, il y en a des potentiels. Mais regarde, Ouais. Les Rémi Cavagna, les Florian Sénéchal, les Julien Alaphilippe et tout ça, et ben, où ils sont partis? Ils sont partis Mm. ils sont partis en Belgique. Voilà. Et ça, c'est un peu dommage. Et je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression que voilà, le cyclisme français veut son nouveau gagnant du Tour de France, mais au lieu de le former, on attend qu'il y ait un crack qui apparaisse, sauf qu'un Remco Evenepoel ou un Tadej Pogacar, ça n'est pas dans toutes les chaumières du monde, malheureusement, hein, sinon le sport serait génial. Mais Bien sûr que ça n'est pas dans toutes les chaumières du monde, mais il faut donner les moyens, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut qu'il y ait des clubs amateurs qui puissent former des gamins. Il faut qu'il y ait des organisateurs qui aient les moyens d'organiser des courses sans payer des fortunes. Il faut qu'il y ait, parce que en même temps, regarde, quand t'es parent, est-ce que ça fait pas un peu peur aussi d'envoyer ton gamin sur les routes? mes parents sont terrorisés alors que j'ai 21 ans, j'ai commencé la compétition il y a un an. Ils sont terrorisés à chaque fois que je fais une course Mais parce que c'est normal. parce qu'ils voient que ça. C'est la médiatisation du cyclisme aujourd'hui. C'est normal, c'est normal. Et si tu veux, on médiatise vachement les chutes parce que c'est un peu vendeur, parce que c'est un peu tout ça. Mais il faut dire qu'on est un sport qui se pratique pas dans une salle, on a Mm. un sport qui se pratique pas Un sport. alors pour certains dans un vélodrome, mais on doit partager la route et c'est pas toujours évident. Et il faut pour ça qu'il y ait des aides. Il faut pour ça qu'il y ait des encadrements. Il faut pour ça que les clubs aient la possibilité d'avoir des voitures qui encadrent les gamins. Moi, j'ai Mm. pas envie d'aller laisser mes gamins clairement s'entraîner sur la route tout seul, sans lumière, habitant en région parisienne. C'est difficilement envisageable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que il y a la nécessité de se mettre autour d'une table et de se dire, putain, c'est un sport qui est ouf. C'est un sport qui est dingue. Le vélo, c'est un sport de fou. C'est génial. C'est un vecteur d'émotions incroyable. En le regardant de l'extérieur, moi, sur le Tour de France, je vis des émotions folles et il y en a ça toute l'année. Quand tu regardes les classiques, c'est un sport de dingue. C'est un sport qui mérite d'être connu. C'est un sport qui est plein de valeurs. C'est un sport où il y a plein de, il y a plein de choses. Mais il faut l'aider et il faut l'aider à sa base. Et que pour ça, il faut que les parties prenantes du cyclisme, que ce soit l'UCI, que ce soit la FFC, que ce soit l'UNCP, que ce soit l'ensemble des parties prenantes du cyclisme, se mettent autour d'une table, on dit qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, enfin, on en avait parlé tout à l'heure au téléphone, mais tu as oublié une des parties qui fait le plus marcher parce qu'aujourd'hui, que tu prennes une entreprise ou une équipe de vélo, finalement, c'est une entreprise. On voit la BNB, qu'est-ce qui a tué la BNB? C'est pas le projet parce que le projet était génial, les coureurs étaient bons. Ce qui a tué, c'est le business, c'est les sponsors. Et voilà, aujourd'hui, on est dans un monde qui marche malheureusement, heureusement, enfin, il marche avec de l'argent. Donc, il faut que justement le cyclisme arrive à attirer des financements extérieurs
pour justement le développer à la base et inverser cette pyramide qui marche sur la tête. Oui, mais ce qui est bizarre, Antoine, c'est que le sport cycliste, quand les grandes équipes publient leurs comptes et publient leurs résultats, c'est du marketing, ni plus ni moins, hein. Ah C'est oui. partie d'un budget marketing. Et pourtant, c'est un sport qui est hyper rentable. La visibilité qui est donnée à certains sponsors sur le Tour de France, sur les classiques et tout ça, c'est un coef, je vais pas dire de conneries parce que j'étais aux réunions, j'ai été à tout ça, mais c'est un super coef, c'est un super. Enfin, moi personnellement, j'aurais de l'argent, j'investirais dans le vélo parce que je trouve que c'est un putain de vecteur d'émotion et que pour une marque, c'est hyper bien. Et quand tu regardes, malgré toutes les affaires qu'il y a pu avoir dans le vélo, que ce soit les affaires de dopage, que ce soit les chutes et tout ça, tu as toujours autant de monde sur le bord des routes, tu as toujours autant de monde derrière la télé. Le Tour de France sur France Télévisions bat des records d'audience. Mais C'est quelque oui. chose d'incroyable, c'est quelque chose de culturel. Sauf que le Tour de France, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a tout ce qu'il y a en dessous. Mm. Et ça, malheureusement, le dessous, et ben, malheureusement, on le Non, néglige. le grand public le voit pas. Non. Comme tu disais tout à l'heure, si t'as pas fait le Tour de France, t'es pas un cycliste. Mais malheureusement, c'est bah, bon. Là, on parle à une communauté, je pense, qui connaît le vélo, donc qui ne pense pas ça. Mais quand j'en parle à des amis qui n'y connaissent rien, effectivement, quand je parle d'un gars, ah, je vais interviewer cette personne, ah, il a fait le Tour de France. C'est la première question. Et je pense que aujourd'hui, sur le Tour de France, on a une énorme visibilité. Et c'est vrai que le reste de l'année, on parle à une niche, en fait. On est dans une niche. Donc, pour ceux qui ne font pas de marketing, une niche, c'est une petite communauté de personnes qui s'y connaissent énormément sur un sujet. Et donc, forcément, c'est cool parce que, effectivement, quand tu te mets au vélo, tu as envie directement d'avoir un specialized. Sauf que la vérité, c'est que moi, je suis parti 6 mois en échange en Colombie. Les gars, ils te mettent une rouste avec un vélo en acier, la roue avant voilée. Avant d'avoir un beau vélo, il faut avoir les jambes. Et en fait, je pense comme tu dis, la pyramide, elle est à l'envers parce que même les financements, ils te montrent, on sponsorise que les professionnels. Du coup, on voit que des S-Work, des beaux vélos et des gars qui vont vite sur le vélo. Et on ne te montre pas par où il faut passer avant. Parce que, comme tu disais, tu passes par des hauts, des bas et la vie d'un cycliste professionnel, bah, c'est pas si facile et c'est pas que du fun, quoi. C'est Non. pas Non, même. c'est pas que du fun. Et d'ailleurs, si je me permets, je peux rebondir par rapport à ce que tu dis. Euh, Tu vois, la vie, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas tout ça, c'est pas. On idéalise souvent la vie des coureurs cyclistes en regardant les réseaux sociaux parce que effectivement, c'est cool. Ils sont dans des beaux hôtels en ce moment en Espagne, ils sont Ah, scalpés et le matin, le soleil est ça magnifique, et m'a le tout à soleil fait. est incroyable. Mais il n'y a pas que ça, il y a des gros moments de doute, il y a des gros moments. Et puis il faut y arriver surtout à ce stade de professionnel. Ça veut dire il y a un moment donné de ta vie où quand tu as 16 ans, tu as 17 ans, et ben, tu dois faire des choix. Et ces choix, ils sont pas évidents. Et d'ailleurs, ils devraient même pas être, ça devrait même pas être une question. Tu devrais pouvoir être accompagné, tu devrais pouvoir avoir, justement, euh, on parle là, mais je pense qu'on pourrait, et Antoine, t'es jeune et t'as une communauté et t'as des gens qui te suivent. Je pense que ça serait intéressant de se mettre autour de la table avec les parties prenantes, de se dire, voilà, ok, il y a ESSO, il y a France Télévisions, il y a l'UCI, il y a la Fédération française de cyclisme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mais sans aucune euh, idée préconçue ou sans aucune prérogative, se dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour faire que dans les années à venir, mais on puisse avoir un cyclisme euh, qui fait partie avec une vraie communauté, avec un vrai sentiment d'appartenance, avec le fait que quand je vais rouler, je fais un petit signe aux autres, que le fait que je me dise si j'ai envie de m'inscrire dans un club de vélo, je vais avoir de l'aide, je vais avoir des conseils des anciens, je vais avoir des moyens qui vont me permettre peut-être de financer un vélo, peut-être d'accéder au haut niveau en continuant mes études. Alors la FDJ le fait, le Vendée U le fait, On mais a, ça reste, ouais, ça reste encore minoritaire. Je pense qu'il y a vraiment moyen de se mettre autour de la table en se disant, voilà, on a une passion qui est commune, c'est le vélo. On a envie qu'il rayonne à travers le monde. Comment on fait? mais alors, je te rejoins complètement et on a encore parlé une fois tout à l'heure au téléphone. On va parler de toi, mais pour parler du projet qu'on a avec mon frère, nous, on est arrivé dans le monde du vélo il y a 1 an et demi. Et si on fait tout ça, c'est parce que on arrive, mais on est quoi? Enfin, comment on fait quoi? Pour chercher une course, il fallait aller sur un site qui n'était pas au point.
Ensuite, t'arrives dans le club, t'avais malheureusement, t'avais trois personnes parce que t'avais pas assez de bénévoles pour s'occuper du club. Et finalement, t'es livré à toi-même rapidement. Effectivement, tu veux le Pinarello, mais le Pinarello, il coûte 15 000 euros. Toi, t'es étudiant, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux prendre? Donc, tu sais pas trop quoi prendre. Et enfin, tout ça, et je pense qu'effectivement, il faut discuter tout ça, mais en même temps, les parties prenantes, est-ce qu'ils sont prêts à changer? Et j'en suis pas sûr. Moi, je vois, bah, à SO, ils sont dans leur business, ils ont leur business plan, ils n'ont pas envie de changer, par exemple. Et des sponsors, aujourd'hui, un sponsor, il sponsorise Peter Sagan ou Evenpool ou Wout van Aert ou qui tu veux pour les lunettes et qui lui ramène 10 fois plus de lunettes, il n'a pas envie de, il a pas envie de, il a pas envie de changer ça, en fait. Et en fait, comme tu dis, c'est un sport qui rapporte beaucoup, mais pour ceux qui sont en haut de la pyramide, et ceux qui sont en haut de la pyramide, le problème, c'est que c'est eux qui décident pour le moment. Regarde, C'est ma vision, ce que j'ai ma vision d'amateur d'extérieur. Donc dis-moi si je me trompe. ah bah non, tu te trompes pas du tout, mais tu as entièrement raison. Mais alors, comment tu expliques que ça soit possible dans le foot? Pourquoi un joueur de foot qui change de club, eh ben, il a des droits de mutation et des droits de transfert dans son club d'origine? Pourquoi un joueur comme Karim Benzema, eh ben, dans ses transferts, son club, son premier club, il touche de l'argent. Pourquoi ça serait pas envisageable? Pourquoi on se dirait pas le club qui a formé Peter Sagan, eh ben, il touche lui aussi de l'argent? Ça serait la suite logique des choses. Je veux dire, même si les bénévoles font pas ça par intérêt. J'en ai croisé toute ma vie des bénévoles, hein, et c'est grâce à eux que je suis là. C'est grâce aux gens qui ont gardé les carrefours. C'est grâce aux gens qui ont été là pour donner des dossards. C'est grâce aux gens qui ont été là pour t'épingler le dossard. C'est les gens qui ont été là pour t'emmener sur les courses quand tes parents pouvaient pas. C'est les organisateurs qui passent un an à demander des autorisations aux préfectures, aux mairies, à tout ça. Je pense que il y a une remise en question à avoir. Alors certes, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre et je pense que tu te trompes peut-être sur ASO. Je pense qu'ils sont prêts justement à se mettre autour d'une table et à se dire voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a des moyens. Nous, on est organisateurs. Certains sont diffuseurs. Certains sont comme l'Union cycliste internationale, ce sont des instances dirigeantes. Je pense que c'est à l'UCI, dans un premier temps, de se dire bah attends, là on fait de la merde. Clairement, on veut des licenciés, on veut des champions, mais on fait tout à l'envers. Alors ok, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que on a des quelques champions qui arrivent à performer et parce qu'ils sont au-dessus des choses. Mais le reste, le nombre de gamins, tu vois, regarde, tu vois, le vélo, je pense que et j'ai pas peur de le dire, c'est pas assez un vecteur social. Pourquoi quand tu es dans une cité, parce que ça coûte de l'argent, parce que c'est tout ça, pourquoi on peut pas. Il y a plein de. Je suis allé pas mal de fois en Guadeloupe. D'ailleurs, avec les étoiles du sport, j'étais aux étoiles du sport la semaine dernière, et Seb Fougrass, son organisateur, annonce que il va y avoir des étoiles du sport en Guadeloupe. La plupart des sports olympiques sont représentés par des athlètes antillais, réunionnais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, et j'en passe. La Martinique et la Guadeloupe, c'est des berceaux du cyclisme. T'en connais combien, toi, des coureurs cyclistes pro guadeloupéens? Il y en a pas assez, il y en a Non, trop peu, il y en a non. trop peu. Alors que pourtant, ils sont pétris de talent. Ils sont pétris de talent. Alors, c'est en train de changer. On est en train de voir des Érythréens, on est en train de voir tout ça. Mais Ça change juste. T'imagines, on a quoi? On a 30 ans de retard, là, vraiment. Mais bien sûr qu'on a 30 ans de retard. On va Bien voir. sûr qu'on a 30 ans de retard. Et il est temps, à un moment donné, de faire. Le vélo, ça a été un sport empirique pendant des années qui n'a pas évolué. Et je pense que il faut que les choses changent. Il faut que. Ça a été un sport européen pendant un temps. Attends, il faut situer les choses dans leur contexte aussi, hein. Le sport cycliste, c'était un sport qui se pratiquait entre Européens. Oui, oui. Maintenant, tu as des Colombiens, tu as des Sud-Africains, tu as des Australiens, tu as des Tasmaniens, t'as des mecs qui viennent de partout. C'est cool. Mais je pense qu'il faut aider à la base. Si tu veux des champions demain,
il faut des mecs qui aujourd'hui aient les moyens de pouvoir s'entraîner, d'avoir un vélo, d'acheter des pneus. Regarde le prix que ça coûte un pneu. C'est une Ah fortune. ouais, je viens de changer mes pneus, je te le dis là, j'en ai pour 130 euros. Ah oui, non, mais attends, moi, je vais te dire un truc. J'étais partisan du dérapage, tu sais, quand Hum, j'étais coureur pro. Oui, Je m'amusais à drifter dans les virages comme ça. quand t'étais pro. Depuis que je paye mes pneus, Oui, oui, je le fais nettement moins. oui, Voilà. oui, comme par hasard. Oui, non, mais Ouais. voilà. Oui, non, mais oui, on parle du prix du matériel, tout ça, mais je suis complètement d'accord. Et pour revenir sur le cyclisme international, je suis d'accord. Enfin, j'ai eu la chance de faire un échange universitaire en Colombie, j'ai fait énormément de vélo. Euh, j'ai roulé avec des gars là-bas, des élites. Je roulais avec des gars du team Medellín, qui était donc en continental. Mais là-bas, ils disaient en espagnol, on fait du vélo para el amor del arte, pour l'amour de l'art. Bah Ah oui, ouais? on te filait un maillot en vélo, eux, parce qu'ils étaient en élite, du coup ils avaient le droit à un vélo, donc c'est déjà incroyable. Des gels, et les gars, après tu te débrouilles pour manger, sauf qu'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont rien, et ils font ça pour l'amour du sport, parce que c'est un sport, comme tu dis, qui est tellement prenant, qui est tellement addictif, qui est tellement beau, qu'on devrait justement. Et encore, là-bas en Colombie, moi je trouvais que la culture vélo, camaraderie, les groupes vélo étaient incroyables. Et aujourd'hui, on voit des gars enfin, il y a une entente, et c'est vrai qu'en Europe, on ne l'a plus. Aujourd'hui, c'est moi quand je vois les sorties, ouais, il y a toujours ce truc de regarder les watts, des puissances. Parfois, moi je te le dis, je sais pas si. Dites-nous en commentaire, je vois il y a énormément de réactions. On lit, hein, on ne peut pas tout répondre, mais on lit. Et je vois, parfois, moi, j'appréhende de sortir avec des potes faire du vélo parce que je vois leur voie de sortie et je me dis, jamais je les suis. Et c'est pas normal. Est-ce que demain, je sais pas, Bernat, il va s'entraîner avec Mbappé et dire, mais jamais je peux m'entraîner avec Mbappé, il va me mettre 20 petits points. Bah non. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu vois, genre, on parlait de cette évolution de la société. Et je vois Nomi Garcia qui met il faut aussi aller chercher les filles. Ouais, Mais ouais, mais bien sûr, ça fait partie aussi de l'évolution de la société. On a eu un Tour de France féminin cette année. Tu vois, ouais. c'est c'est super, c'est génial. Putain, on attendait que ça. Ouais, on était au Moyen Âge. On avait des filles qui faisaient du vélo, mais qui n'avaient pas les moyens de le faire. On disait, Non. oh, mais non, le vélo féminin, c'est pas super à regarder. Mais c'est pas super à regarder. Les filles, elles galèrent à pouvoir s'entraîner, à avoir un métier, à avoir des. Voilà, maintenant qu'il commence à y avoir du budget, on a des courses qui sont sympas, qui sont diffusées à la télé. Ouais, c'est génial. Il faut que ça s'inscrive, si tu veux. Je pense que et encore une fois, je suis pas, je donne pas de leçons et loin de là l'idée de ce que je suis en train d'exprimer. Je pense que le sport, d'une manière générale, que tu le veuilles ou non, il est politique et qu'il doit évoluer en fonction de la société. Il est normal maintenant d'avoir des filles qui fassent du vélo. Il est normal d'avoir des gens de toute classe qui fassent du vélo. Je pense que on doit évoluer aussi en fonction avec, on n'en parle pas aussi, mais de l'environnement. Le sport cycliste, souvent, et ben malheureusement, il n'est pas forcément toujours assimilé à la propreté. Moi, franchement, j'ai été sur des courses en FSGT, en UFOLEP, ou même des cyclosportives, de voir des mecs prendre les gels et les jeter par terre. Tous les jours. C'est pareil, c'est pareil. On est dans une logique de développement, d'avancement, de tout ce que tu veux. On ne peut pas rester ancré sur des choses qui étaient figées par le passé et il faut évoluer avec la société, il faut évoluer avec le temps. Il faut qu'il y ait des femmes qui fassent du vélo parce que les femmes qui font du vélo, c'est cool et c'est hyper bien regardé. Et Il faut elles qu'il y ait ramènent des avant Tricheur. Honnêtement, elles ont ramené avant Tricheur au peloton international. bien sûr, mais Les bien sûr, mais de maillots, dingue. sur le spectacle. Et moi, je fais du vélo, donc je sais ce que c'est. Et de toute façon, en vélo, pour moi, on est tous des champions du monde. Parce que de toute façon, que tu gagnes le Tour de France ou que tu fasses avant-dernier d'une course en troisième catégorie, bah, tu seras allé au bout de tes capacités, bah, t'es champion du monde. Et bien Et sûr, les filles, elles se mettent des cacahuètes dans l'école et qu'elles le fassent moins vite que les garçons, on s'en fout. Elles sont juste à bloc et elles se font la guerre et c'est ça le vélo. Et à la mais fin, bien et sûr. je trouve que déjà chez les femmes, je trouve qu'il y a beaucoup plus de camaraderie que chez les hommes. Après, je Mais sais pas. bien sûr. Attends, moi j'ai regardé le reportage sur la FDJ. C'était, enfin, franchement, elles ont apporté ce que le vélo a perdu, enfin ce que le vélo masculin a perdu, ce vent de fraîcheur, ce vent voilà, ce truc hyper accessible. Le vélo, on dit souvent, tu vois, c'est un sport populaire. C'est un sport populaire, qui a pas de barrière, qui a pas de barrière. Alors maintenant, on a un peu des barrières physiques avec le Covid et tout ça, mais c'est un sport qui va vers les gens. Et
malgré les casques, malgré les lunettes, malgré les bus et les coureurs qui descendent au dernier moment et tout ça, c'est un sport où tu peux aller rouler. Tu vois, tu veux aller à Paris-Tours, au départ de Paris-Tours à Chartres, tu peux aller rouler avec Peter Sagan la veille, tu peux aller rouler avec Arnaud Desmar, avec Julien Alaphilippe. C'est des mecs qui sont hyper abordables. Donc, il faut garder cette essence-là du vélo populaire, mais il faut savoir évoluer. Et pour évoluer, il faut justement qu'il y ait des moyens qui soient mis en œuvre, pas sur la pyramide en haut, mais sur celle du bas, ou sur celle qu'aident les gamins, sur celle qui disent, bah putain, il y a un gamin qui regarde le vélo, qui regarde le Tour de France et qui se dit, putain, moi ça j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire comme Julien Alaphilippe, qui est premier, ou j'ai envie de faire comme Johan Fredo, qui est dernier du Tour de France et qui galère. Mais qui Et, aura 200 km généralement, devant. non, mais généralement, c'est moins le cas. Tu t'identifies plus au mec qui gagne. Mais honnêtement, je te le dis comme je le pense. Moi, j'ai vécu une expérience de vie incroyable en étant avant-dernier du Tour de France et ça a changé ma vie et j'en ai rien à foutre. En fait, j'en ai rien à foutre de dire, voilà, j'ai gagné, j'ai pas gagné, peu importe. J'ai vécu une aventure qui a été incroyable, une aventure humaine où j'ai partagé des choses avec les gens, avec les spectateurs, avec les téléspectateurs et ça a été un truc incroyable. Et moi, j'ai envie, tu vois, de parler au Johan qui avait 14 ans ou qui avait 12 ans en lui disant, bah putain, si t'as des rêves, bah accroche-toi. Si t'as envie de faire du vélo, putain, donne-toi les moyens de le faire. Mais malheureusement, parfois, il n'y a pas tous les moyens. Alors, du coup, j'ai aussi envie de parler aux instances dirigeantes et à tout ça et de dire, bah putain, mettez les moyens. C'est un sport qui est magnifique, il y a plein de choses à faire, il y a des choses à apporter, il y a des choses à évoluer. Et je pense qu'on en prend le chemin petit à petit, mais c'est long. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Après, pour revenir aussi, il faut saluer les bons mouvements qui se font. Et aujourd'hui, on voit des super trucs qui se font. Moi, je suis en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, on voit des clubs comme Corba Métropole, je ne sais pas comment il s'appelle exactement cette année, qui développent toute la partie junior. On voit le Stade Toulousain, qu'on a interviewé la semaine dernière avec Simon Lhuillier, qui justement crée des structures juniors et qui, voilà, qui essayent à leur échelle bah, voilà, de propulser ce cyclisme parce que voilà, effectivement, ça commence par le bas. Et pour moi, le DS d'une équipe junior euh, qui se veut de haut niveau, et bah, il est tout aussi important que le DS qui sera le DS de Remco Evenepoel quand il gagne la Volta. On est Et entièrement d'accord, on est entièrement d'accord, mais ces gens-là, si tu veux, ils portent à bout de bras des choses qui sont hyper lourdes. Et il leur faut des aides. Il leur faut parce que j'ai rien du tout contre le foot, mais on construit énormément de stades de foot, on aide beaucoup tout ça. Et si on veut aider cette filière-là, il faut aussi qu'il y ait des moyens, parce que tu l'as dit toi-même, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, eh ben, il n'y a pas de club amateur, il y a pas de voiture pour suivre les gamins, il n'y a pas de, c'est aussi tout ça, hein. il n'y a pas le goûter à la fin, il n'y a pas le 4 quarts. Non, il n'y a pas de goûter à la fin, il n'y a pas le 4K, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas cette passion. Imagine, c'est un sport qui est tellement dur, honnêtement. Franchement, là, je me suis levé ce matin, il faisait un temps de chien, mais un temps dégueulasse. Et je regardais, je faisais du tri dans mes photos, et je me dis, ah bah tiens, là, à cette époque-là, putain, je roulais et je partais rouler à 7h30 le matin, il faisait nuit avec ma lampe et tout. Mais je dis, mais putain, quel respect j'ai pour les coureurs. Mais quand je dis les coureurs, c'est pas les coureurs pros, c'est tous les coureurs amateurs, c'est tous là, tu vois, en bas de chez moi, il y a des petits vieux qui vont rouler le mardi, le jeudi, quoi qu'il arrive, à 8h30, qui peuvent, qui vantent et tout ça. C'est un sport qui est hyper dur, qui est hyper chronophage, qui est hyper prenant, où tu es obligé de faire énormément de sacrifices, tu es obligé de penser vélo, tu es obligé de manger vélo, tu es obligé de regarder vélo. Et c'est une passion. Mais si t'as pas d'aide à côté de ça, c'est Non. difficile. Et c'est aussi pour ça que c'est une passion et qu'une passion, ça se vit avec les autres. Et c'est pour ça que c'est important de saluer les gars sur la route. C'est important d'aller rouler avec les copains et d'arrêter d'être dans la compétition permanente et d'être parfois voilà, dans la légèreté, la camaraderie. Et si tu dois faire 4 heures à I2 avec 30 minutes à I4, mais que c'est mieux d'aller rouler avec un copain et de pas faire l'exercice parce que finalement, tu auras le plaisir. Et le plaisir, c'est la tête. Et la tête, c'est ce qui fait avancer les jambes avant tout. Le plaisir, c'est la base. C'est la base de tout. Tant que tu perds cette notion de plaisir et de passion, eh ben, ça peut pas marcher. Ouais. Et tu vois, moi, c'est parfois ce qui m'a manqué, ce sentiment d'appartenance.
c'est facile de, tu vois, de se faire critiquer sur les réseaux sociaux, de critiquer des mecs parce que tu l'aimes pas, parce que ceci, alors Mm. que tu le connais même pas et tu connais même pas son histoire, tu connais même pas son passif, tu sais même pas pourquoi il en est là, tu sais même pas pourquoi il court comme ça, tu sais même pas, tu connais pas, t'as pas les tenants et les aboutissants. C'est toujours facile de critiquer derrière des écrans, alors que toi-même tu fais du vélo. Tu devrais, enfin, je sais pas, quand moi j'ai envie de les encourager à chaque fois. J'ai envie que ça soit un mec qui galère ou que ça soit un mec qui est devant. Je me dis, mais on est dans le même bateau. On a deux roues, on a un pédalier, mais on vit le même truc. Putain, mais encouragez-nous, on s'encourage entre nous, on fait partie d'un truc. Je suis complètement d'accord et je pense que voilà, on l'a parlé sur ce live, maintenant il faut le faire, on faut continuer cette dynamique. Les mecs, on est tous ensemble là, on est 80, 93, c'est fou là en direct depuis le départ. Ben, on est 93, ça fait déjà un gros peloton ça. Mais on se retrouve demain et on va rouler ensemble et c'est ça le vélo. Juste pour revenir, parce qu'on a pas mal parlé de cette partie, je voulais aussi, il y a pas mal de questions sur justement comment t'en arrivais à penser ça. Est-ce que tu t'en es rendu compte pendant que tu étais pro ou justement après avoir passé cette balade professionnelle, après avoir raccroché les chaussures, posé le vélo et être passé journaliste. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé cette transition? Est-ce que c'était assez naturel ou pas? Et est-ce que c'est justement le moment où tu as arrêté d'être pro, donc tu as arrêté d'être la tête dans le guidon, tu as enlevé les œillères, tu as regardé autour de toi, tu es devenu journaliste? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as réalisé tout ça? Ou que tu le réalisais déjà avant? Je l'ai réalisé petit à petit. Si tu veux, je pense que dans la vie, tu as des stades pour tout. T'es pas le même à 18 ans qu'à 20 ans, qu'à 25 ans, qu'à 30 ans. Que tu as des épreuves de vie qui font que malheureusement tu grandis plus ou moins vite. Parfois tu grandis trop vite, parfois un peu moins vite. Chacun a son rythme. Je m'en suis rendu compte surtout quand ça allait pas, en fait, si tu veux. C'est bizarre, mais je pense que c'est dans la vie de tous les jours. T'es toujours beaucoup entouré quand ça marche, hein. Ah Quand oui, tu gagnes des prix de la combativité, ou que tu gagnes des courses, ou que tu passes à la télé, ou tu sais, t'as toujours plein d'amis, t'as toujours plein de potes, t'as toujours plein de tout ça, et t'as des moments où ça va pas, t'as des moments où tu chutes, t'as des moments où il faut se remettre en question, et t'as des moments où c'est compliqué. Et, euh, et j'aurais aimé avoir parfois des épaules sur lesquelles me reposer. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais en fait, euh, dans ce sport-là, je pense qu'on devrait apporter quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus léger. Et ce sentiment de communauté, ce sentiment d'appartenance, de pas aller déglinguer des mecs tout le temps, de pas aller, voilà. Je pense que je m'en suis rendu compte vraiment et je te rejoins là-dessus une fois que j'ai posé le vélo sur le clou et enfin j'en ai eu un ras-le-bol pendant un moment parce que quand j'ai arrêté j'ai vraiment posé le vélo sur le clou et c'est le cas de le dire et après j'ai eu un manque et parce que un manque d'endorphine, un manque d'adrénaline, un manque de dopamine, un manque de tout et puis si tu veux moi j'ai toujours eu l'habitude d'être racé, d'être très maigre, d'avoir des veines sur le corps, d'avoir des veines sur les jambes et du jour au lendemain, putain, tu te regardes et puis t'es plus le même qu'avant. Et puis finalement, cette caravane, elle continue à avancer sans toi. Et ça, c'est un sentiment qui est assez difficile à vivre. ah, c'est Et j'ai repris du plaisir petit à petit. En fait, j'ai mon ancien équipementier, la Pierre, qui m'a proposé de m'équiper en vélo. Ça tombait au bon moment parce que j'avais pas spécialement envie d'en faire. Et puis je me suis mis à rerouler, je me suis mis à rerouler mais sans compteur, tu sais, sans Garmin. Juste voilà, en partant, en regardant les pancartes, en allant discuter avec mes potes, avec Marc, avec d'autres, et puis en refaisant le monde, en faisant les pancartes de temps en temps, en faisant des séries quand on avait envie de faire des séries. Et à redécouvrir le vélo passion. On a un groupe, nous, tu sais, j'habite en région parisienne. On a quatre choses. Alors, c'est on ta a, pub, c'est ta pub. non, 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 mais je fais pas, c'est pas Non, du mais, tout une pub. C'est mais pas du vas-y. tout. Mais en région parisienne, le triangle on a Longchamp, Ouais. si tu veux, qui est aux portes de Paris. Du coup, tu peux avoir des gros groupes qui peut se permettre. Ça peut être aussi une instance de socialisation. Tu as le Polygone à Vincennes.
Tu as le Mine à Rungis, autour du marché international de Rungis. Donc tous les mardis et les jeudis, tu as des groupes qui se réunissent, parfois 100, parfois 150 mecs, parfois 200 mecs, parfois moins. Et le mercredi après-midi, au départ de Saclay, vers 14h, 14h30, il y a un groupe qui se réunit. Et si tu veux, c'est bon enfant. Et je trouve que c'est ça aussi le vélo. C'est se dire, voilà, on fait partie d'un truc, on fait le même sport, on a une même passion qui nous anime. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Et si tu veux, il y a pas de pro, d'amateur, de cyclo, de machin. On fait tous le même sport. On a tous deux roues, on a tous deux pédales, on a tous le même bidon. Et c'est ça qui est cool. Et moi, je tire mon chapeau à ceux qui font du vélo avec rigueur, avec passion et qui sont derrière leur télé et qui regardent avec bienveillance et avec sympathie les coureurs du Tour de France parce que moi, c'est ce que je fais. C'est quoi ton plus beau souvenir sur le vélo? Mon plus beau souvenir sur le vélo, c'est ma plus belle galère. C'est Marrant ça. c'est la souffrance. Parce que si tu veux, tu arrives à tutoyer Moi, on est 1000 dans ma tête, hein, mais tu arrives à tutoyer des gens que tu connais pas. Tu te dis, oh, je vais pas être capable de faire ça. Je me rappelle d'un Milan-San Remo en 2013 où il neigeait et c'était vraiment une galère. C'est Sciolek qui gagne, il me semble, mais en fait, on s'arrête, on monte dans les bus, après on repart, il neigeait et tout ça. Et on se regardait avec les autres coureurs et on se dit, putain, là, on est en train de vivre un truc de dingue. Et ce sentiment de se dépasser, d'aller au bout de soi-même. Et ça a été exactement pareil sur le Tour de France. Si tu veux, de croiser le regard de certains gamins qui te regardent. Tu sais, tu fais un espèce de, tu sais, comme dans les films de flashback et de rétro en arrière et te dire, putain, mais moi, en fait, il y a 20 ans, j'étais ce gamin-là. J'étais le gamin qui, sur le bord de la route, a donné le bidon. Jaja, il m'avait donné son bidon et je me dis, peut-être c'est ça qui m'a fait aimer le vélo. Et ben moi, j'aime bien donner mon bidon à des gamins. J'aime bien accorder mon temps. J'aime bien passer mon temps. Et je pense que sans aucune prétention, si ça peut ouvrir des vocations, parce qu'encore une fois, c'est un sport qui est magnifique. C'est un sport qui se partage. Bien sûr que c'est un sport qui se partage. C'est un sport qui se partage. C'est un sport. Mais d'ailleurs, on en a pas assez parlé, mais c'est un sport qui se court de manière individuelle, mais en équipe. Mhm. On a le même maillot et on a un objectif commun, c'est la victoire de l'équipe. Et il faut du sacrifice, du don de soi-même. Il faut de l'abnégation, il faut de la résilience. En vélo, tu tombes 100 fois, tu dois te relever 101 fois. C'est un sport où tu te blesses. C'est un sport où tu dois cumuler avec les éléments. La pluie, la neige, le vent, tout ça, les voitures, les cons, les moins cons. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, c'est une belle métaphore de la vie, moi, le vélo. Mais tous les sports sont beaux, hein, Ah oui, mais le vélo, personnellement, je suis je suis mal placé pour en parler parce que je suis clairement dedans, mais c'est un sport qui est dingue. Moi, franchement, je vais te dire un truc. J'étais sur la moto, et parfois les gens disent que les gens qui me connaissent pas, machin, non, non, non. Mais non, pas du tout. C'est pas vrai. J'étais sur la moto de France Télévisions. J'avais les larmes aux yeux. C'est un truc de dingue. et On vit dans un pays extraordinaire. On a un terrain de jeu. Imagine j'en parlais, tiens, avec certains nageurs, mais avec Léon Marchand ou avec d'autres. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une ligne d'eau, les mecs. Ils voient une ligne d'eau. Ils nagent, ils voient une ligne d'eau. Ah, et nous, on a cette possibilité d'avoir un pays qui est riche en paysages, en culture, en tout ce que tu veux. Et quand tu es sur la moto du Tour de France, ou du Dauphiné, ou de la moto de France Télévisions, et que tu es là, et tu regardes les mecs, et après les étapes, j'allais les voir et je leur dis, putain, vous savez la chance que vous avez, c'est un métier de dingue. Là, ouais, vous vivez un rêve et vous vous rendez même pas compte. non. Tu t'en rends compte quand t'arrêtes, comme souvent? Tu t'en rends compte comme t'arrêtes, mais c'est comme tout, et ça, c'est la vie. Malheureusement, tu te rends compte des choses une fois que tu les perds. Et c'est un métier qui est extraordinaire dans l'apprentissage des valeurs, dans l'apprentissage des compétences aussi, parce que tu apprends à être à l'heure, tu apprends à te dépasser, tu apprends à gérer le stress, tu apprends à te relever en cas d'échec,
Je vais pas te faire la liste non exhaustive des choses que tu apprends quand tu fais du vélo, mais tu apprends à te connaître toi-même. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est un sport incroyable. Et je pourrais être VRP pour la Fédération française de cyclisme. Comment? Je dis, je pourrais être VRP pour la Oui, c'est Fédération. ça. Mais il faudrait, bah, ça donnerait aux jeunes envie de faire du vélo. Moi, là, tu m'as donné envie. Là, je vais monter sur le home trainer après, hein. Et ben, c'est le but. Non, mais pour conclure, parce que ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est ensemble, effectivement, c'est le plus beau métier et un des plus beaux sports du monde d'un point de vue parce qu'on est cycliste, donc c'est le plus beau sport du monde pour nous. Mais c'est un sport qui se partage, c'est un sport qui a énormément de choses à faire, qu'il faut développer. Et en fait, faut pas, c'est à nous aussi, à notre échelle. Je parle à nous cyclistes, avant d'être personne, avant je sais pas, d'être personnalité sur Instagram ou cycliste professionnel, journaliste sur Eurosport ou sur France Télévisions. Avant tout, c'est toi, cycliste, à ton échelle, de te dire, vas-y, on va rouler ensemble. On salue les gars qu'on est ensemble. Et ça se trouve, le mec que tu salues, tu vas recroiser deux routes plus loin et tu vas finir la route avec lui, tu vas parler, tu vas faire une rencontre. Et en fait, c'est en partageant ce sport qu'on va le développer. Et si on le développe, eh ben, on aura tout gagné. Je suis Et entièrement d'accord. Et ça, c'est valable avec beaucoup de choses. C'est valable avec l'écologie, avec des petits gestes que tout un chacun. Tu vois, si tu te dis, ouais, moi, ma barre, je la jette, on s'en fout, c'est pas grave. Non, c'est des petits gestes qui font que je pense que, tu vois, moi, j'apprécie quand le coureur cycliste en face, il me croise, il me fait ça. Je suis aussi motard. J'ai un sentiment d'appartenance quand le mec il lève le pied ou alors qu'il me fait un petit signe. Et ça, je l'ai un peu perdu je l'ai un peu perdu dans le vélo. Mais c'est à toi, Antoine, et c'est à vous, les jeunes, et c'est à vous, les mecs, qui mettez des dossards en disant, putain, c'est un sport qui est dur, c'est un sport qui est machin, mais on fait un truc ensemble. Même si on est chacun sur notre vélo, on vit la même galère, et à échelle différente. Le pro, il souffre autant que toi, qui souffre en troisième catégorie, en deuxième catégorie. C'est c'est pour ça que exactement ce que tu quand disais. on compare les filles et les hommes, c'est pas concret. Enfin, ça n'a rien à voir. On s'en fout. Et on On a s'en mal pareil, hein. On s'en fout. On s'en fout. Et on s'en fout que ça soit une femme sur un vélo, que ça soit un homme, que ça soit un machin. On fait tous le même sport. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Et tu vois, je vais pas être trop long parce que je sais que je parle beaucoup, mais Ah ouais. sur mon premier Tour de France que j'ai fait avec France Télévisions, on l'a fait malheureusement à cause du Covid à France Télévisions et je suis sorti regarder les coureurs sur le pont du Garigliano à Paris. Et je les ai regardés avec comme ça, avec énormément d'admiration, avec énormément d'empathie. Et tout comme je regarde les coureurs cyclistes amateurs qui s'entraînent à côté de chez moi dans le seul but de gagner la course du dimanche pour gagner une paire de boyaux ou un truc de pneus. On fait tous le même truc, on a la même passion, on a même ce truc-là qui nous anime. C'est un truc qui parfois nous a été donné par notre père, par notre mère, ou alors par un simple bidon qui nous a été donné sur le Tour de France. Mais honnêtement, c'est un sport qui est cool, qui mérite d'être connu. Il est connu, il est regardé, il est suivi, mais il n'y a pas que le Tour de France, il y a des courses toute l'année. Il faut regarder le Tour de France toute l'année. Les courses de France et de Navarre d'ailleurs, parce que peut-être un peu moins certaines, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est un sport qui mérite d'être connu et d'être connu à sa juste valeur surtout. Voilà. C'est ça. Bah, je pense que on peut garder ça comme mot de la fin parce que je crois que tu as tout dit. Bah Et ok. surtout, les gars, il faut que vous regardiez le cyclisme, mais surtout le cyclisme sur France Télévisions et Johan Alfredo nous commenter en interne la course. Mais non, je rigole, je fais une petite blague pour finir. Mais en tout cas, non, c'est ça. Il faut regarder des passionnés nous parler du cyclisme parce que c'est en regardant des passionnés qu'on va être passionnés nous-mêmes. Et je Bien sûr. Et pas, il y a pas que sur France Télé, heureusement. il y a Regarde maintenant, la chaîne L'équipe diffuse énormément de courses et ça c'est génial. T'as Eurosport, t'as des mecs qui en parlent avec passion, t'as des médias et des jeunes comme vous qui, justement, c'est grâce à des jeunes comme vous qui font que, le vélo il va évoluer, il va passer un cap et qu'on n'est plus au vélo du Moyen Âge, au vélo où les femmes faisaient pas de vélo, au vélo où il y avait que des Européens qui faisaient du vélo. Voilà, on est dans un sport qui évolue et qui doit évoluer encore. Et on en reparlera, mais je pense qu'il y a une table ronde à faire. Bah, nous, on a envie de faire partie de cette table ronde parce que on est là dans le but de faire bouger les choses. Et d'ailleurs, merci Johan de nous avoir accordé cette interview pour avoir pu discuter de cela. Et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, on s'en est encore rendu compte ce soir. Et bah, c'est cool parce que voilà, ce que tu fais là, ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est justement laisser la place aux jeunes, laisser la place
aux gars qui, bah, voilà, qui veulent essayer de faire un truc. Peut-être pas changer les choses. Enfin, on est là pour ça, mais juste parler passion et c'est cool. Bon, Voilà. bah, c'est top. Avec plaisir, en tout cas. Bah, merci d'avoir pensé à moi pour l'invitation. C'est cool. Et puis, franchement, partager un truc que j'aime, c'est toujours avec plaisir. Et je t'encourage à continuer à faire ce que tu fais parce que c'est frais et c'est bien. Et continuer à être, pour le mot de la fin, je pense que continuer à être bienveillant. Je pense que la bienveillance, c'est, tu vois, on est dans une société qui est vachement anxiogène, où il se passe des trucs un peu nuls de partout, et que un peu de bienveillance et un peu de sentiment d'appartenance à une communauté, ça fait du bien, et puis continuer comme ça. Surtout quand c'est une comité cycliste. Exactement. Merci beaucoup, Johan. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à très vite, j'espère. Avec plaisir. Ciao. Bonne soirée. Salut. Ciao à Ciao. tous, les mecs. Merci d'avoir suivi.